Cérémonie officielle d'installation du Parlement des jeunes par le président de l'Assemblée nationale. Cette deuxième législature est composée de 113 députés juniors. Le centre de santé intégré de Madina a servi de cadre au lancement du projet d'accompagnement des femmes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, cérémonie présidée par la première dame Hadja Aissata Issoufou. Tournée ministérielle d'information sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, plusieurs membres du gouvernement sont au terme de cette mission. Monsieur, Mesdames, bonsoir. La deuxième législature du Parlement des jeunes, officiellement installée ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, composée de 113 députés juniors, dont 54 filles, issues des 8 régions du pays. Ce Parlement junior a un mandat de 2 ans. Sidiko Abdou Mamoudou Idrissa. C'est au palais des congrès de Niamey que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a procédé ce matin à l'installation de la deuxième législature du Parlement des jeunes du Niger au titre de la 7e République. 113 députés juniors, dont 54 filles, tous âgés de 15 à 17 ans, venus des différents établissements scolaires du pays et sélectionnés sur la base du mérite et des efforts académiques. Une initiation au leadership, à la responsabilité et aux droits et devoirs du citoyen, car la jeunesse constitue l'avenir du pays. Le réseau parlementaire nigérien sur la question relative au Parlement des jeunes et à la protection de l'enfant a été créé par l'arrêté numéro 02 PNA du 25 avril 2001. Depuis sa création, le réseau a œuvré pour l'encadrement du Parlement des jeunes du Niger avec l'appui technique du personnel de l'Assemblée nationale. Ainsi, de 2001 à ce jour, 6 mandatures du Parlement junior se sont succédées et le réseau a organisé plusieurs sessions de travail dans toutes les régions du Niger. Ces sessions délocalisées ont permis à plus de 300 jeunes Nigériens d'être initiés à l'apprentissage de la démocratie, le développement du sens de la responsabilité sociale des jeunes, la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et de leurs devoirs. Les jeunes scolaires des 8 régions du pays regroupés dans cette institution junior pour un mandat de 2 ans seront formés sur divers thèmes, dont notamment la corruption, la protection de l'enfant, la démocratie et l'état de droit. Cette institution n'est rien d'autre qu'une école de la vie, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, qui leur a prodigué des sages conseils. Le Parlement des jeunes, comme le Parlement senior, est une émanation du peuple, parce que ce sont des élèves qui ont été choisis parmi leurs camarades, le peuple nigérien d'aujourd'hui et de demain. Et ce Parlement regroupe les jeunes élèves de toutes les régions de notre pays. Elle est à ce titre, en plus d'être une nécessité institutionnelle, une exigence de l'apprentissage de la vie démocratique et sociale. C'est en quelque sorte une prolongation de l'école où se transmet les valeurs de société et de civilisation aux jeunes générations. Car c'est sûrement du côté de ces valeurs que sont la justice, la vérité et le bien, que se trouve l'existence de l'être humain, dont la vie ne se réduit pas seulement à satisfaire des besoins mécaniques, biologiques. Une existence dans laquelle on ne s'interdit rien. C'est pourquoi l'Assemblée des jeunes peut être considérée comme une école de la vie, tout court, où les valeurs positives de la communauté, celles de l'égalité et du respect de la différence, ainsi que des principes cardinaux de la démocratie sont enseignés. L'institution du Parlement des jeunes n'est donc ni une perte de temps pour les scolaires qui doivent continuer à cultiver l'assiduité et la ponctualité aux heures de cours, ni un caprice pour le législateur nigérien, car un État qui ne forme pas sa jeunesse ne peut garantir l'avenir et de cette jeunesse et de ce pays. Votre présence ici, dans cette auguste institution, n'est donc ni une promenade de santé, ni le fruit du hasard.
Pendant les 2 ans qui vont suivre, vous travaillerez avec des frères et sœurs venus de toutes les régions de notre pays, avec souvent une langue et une culture différentes de la vôtre. Votre nouvelle vie parlementaire vous appelle donc à la découverte de l'autre, à l'acceptation et au respect de la différence, chose indispensable à la réussite de votre mission, tout comme, de manière plus générale, à l'édification d'une société unie et indivisible, et à même de relever tous les défis qui se posent à elle. L'apprentissage de la procédure parlementaire, l'acquisition de la culture de la paix et de la tolérance par les jeunes, leur sens de la responsabilité sociale, ainsi que leur participation à la promotion de leurs droits et leurs devoirs, ainsi que la mise en œuvre de plans d'action relatifs à l'épanouissement de la jeunesse, en particulier dans les domaines de la santé, l'éducation et la formation, seront les objectifs principaux du mandat qui s'ouvre devant vous. Vous serez donc les dignes représentants et les ambassadeurs de toute la jeunesse nigérienne, au nom de laquelle vous aurez à légiférer. Le Parlement des jeunes Nigériens désormais installé, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, leur a réitéré son soutien et celui du Parlement senior et les a exhortés à travailler et à cultiver l'esprit de la démocratie. La première dame, Haja Aissata Issoufou, a présidé ce matin au CSI Madina la cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Ce projet vise à impulser un changement positif dans la prise en charge des IST VIH-Sida. Sani Issouf, Mariam Dako. Selon l'enquête démographique et de santé au Niger de 2006, la situation de l'infection à VIH au niveau de la population féminine et particulièrement chez les femmes enceintes reste et demeure encore préoccupante. Une des raisons d'ailleurs ayant conduit la marraine de la lutte contre le sida, la première dame Haja Aissata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meyer, à mobiliser des fonds auprès des partenaires techniques et financiers afin de mener des campagnes de proximité. Des campagnes dont la présente cérémonie marque le lancement officiel au niveau de la ville de Niamey. C'est consciente du rôle d'un bon continuum de soins des femmes enceintes que j'ai accepté de porter ce projet afin de permettre l'identification des grossesses à risque pour un bon suivi. Comme vous le savez, dans le cadre de la prévention de la transmission du virus du VIH de la mère à l'enfant, nous avons une opportunité énorme offerte par les ARV. En effet, une femme enceinte séropositive, bien suivie, peut 18 mois après l'accouchement avoir un enfant sain et sauvé du virus. Cette opportunité est donc à saisir si nous voulons avoir une génération d'enfants sains sans VIH. Alors, chères sœurs et filles, femmes enceintes ou en âge de procréer, acceptez de faire le test du VIH. Acceptez de vous faire suivre par les agents de santé afin que nos enfants restent en vie. Nous avons monté ce projet pour permettre de faire un bon suivi des femmes des quartiers de Niamey autour de 22 CSI. C'est aussi pour moi une opportunité de contribuer à l'atteinte des objectifs que le Niger s'est fixés pour l'horizon 2015, notamment l'atteinte des 3-0. Je voudrais enfin informer l'assistance que la Fondation Gourivi Meyer, que j'ai l'honneur de présider, ayant constaté certains problèmes au niveau du CSI et de la maternité Madina, a voulu apporter sa modeste contribution dans la résolution de ces problèmes. C'est ainsi qu'elle a aidé à améliorer les conditions de travail du personnel, celles de nos sœurs qui font appel au service de ces établissements et a également offert des produits et consommables médicaux. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous ceux qui nous aident à porter secours à nos frères et sœurs en difficulté. Selon le ministre de la Santé publique, 70 femmes relais seront mobilisées pour la vulgarisation de ce projet au niveau des 22 CSI de la capitale. Dans le cadre de ce projet,
70 médiatrices communautaires seront mobilisées à travers différents centres de santé intégrés de la région de Niamey, et ceci permettra d'améliorer d'une façon générale la demande des services de santé. Pour terminer, j'ai une pensée toute particulière à l'endroit de l'ensemble des femmes infectées par le VIH, et je vous exhorte à apporter chacun à sa manière sa contribution à la réduction des nouvelles infections et l'amélioration des droits humains en matière de VIH. C'est donc par la remise officielle d'un lot de matériel et de médicaments par la première dame Haja Aïssata Issoufou que s'est achevée cette cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH au niveau des CSI de Niamey. Oui, à noter qu'en marge de cette cérémonie, la première dame, Haja Aïssata Issoufou, a visité les locaux du centre de santé intégré du quartier Madina pour s'inquiéter de l'état de fonctionnement de ce centre. Sani Issouf, Mariama Dago. Cette visite effectuée en marge du lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH vise à s'enquérir des résultats des investissements faits par la Fondation Gourivi Meyer au sein de cette maternité, mais aussi et surtout d'aller vers les femmes en vue de les inciter davantage à une meilleure fréquentation des centres de santé. Honnêtement, dans ce CSI, nous avons fait le parcours de la femme enceinte qui vient et qui suit les différents stades de la PTME. Vraiment, tout est bien organisé ici. Et le seul problème que je relève, c'est les femmes elles-mêmes, parce qu'il faut à chaque maillon de la chaîne les traquer pour essayer de les sauver et de sauver leurs enfants. Donc, mon souhait est que ces femmes soient conscientes de l'utilité des structures qui sont mises à leur disposition. Ce qu'on peut retenir, c'est que, je vous dis, les disponibilités sont là au niveau du centre. Maintenant, il reste à convaincre les femmes et les maris surtout à accepter que ces femmes viennent se faire dépister, et une fois qu'elles sont dépistées, qu'elles acceptent de suivre le traitement, et une fois qu'elles ont accouché, qu'elles acceptent aussi que les enfants soient traités. Et vous avez bien entendu qu'au niveau de ce centre, on nous a dit à chaque fois qu'une femme a été suivie, ou que son enfant a été suivi, l'enfant sort indemne de sida. Au bout de 18 mois, quand on fait le test, il n'a pas de sida. Et d'autre part, je voudrais quand même, par rapport à la visite, soulever un point qui concerne la condition de la femme. Nous avons eu à visiter le foyer des femmes qui viennent ici apprendre la couture, apprendre la cuisine, et qui souhaiteraient même faire d'autres activités génératrices de revenus. Moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui sont assises et qui ne savent pas comment obtenir un franc, de quoi demain sera fait, disons. J'encourage toutes ces femmes à venir dans ce centre. Parce que l'État a fait, en fait, dans tous les CSI, il y a ce genre de centre. Mais les gens ignorent l'existence de ce centre. Et la ministre de la Population a regardé et elle a pris l'engagement avec le ministre de la Santé de pallier à tout ce qui manque au niveau de ce centre. Sans nul doute que cette visite a permis à la première dame et à la délégation qui l'accompagne de toucher du doigt les réalités de ces centres de santé. Cette visite a aussi été l'occasion pour cette délégation d'avoir une idée globale de la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes et allaitantes de la ville de Niamey. Et puis, c'est au communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. En effet, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que conformément à la loi numéro 9805 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006,
La journée du mercredi 25 décembre 2013, correspondant à la fête de Noël, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion justement de la fête de Noël qui sera célébrée demain 25 décembre 2013, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui, a adressé un message de paix et de cohésion à toute la communauté chrétienne et à la population nigérienne en général. Les évêques du Niger, unis à leur communauté chrétienne catholique, sont heureux de vous souhaiter une bonne fête de Noël à chacune et à chacun d'entre vous. La naissance merveilleuse de Jésus pour les chrétiens ou la naissance miraculeuse de Issa pour les musulmans est un événement exceptionnel pour notre humanité, célébré chaque année par les chrétiens à Noël. Le fils de Marie est appelé aussi prince de la paix, car il apporte sur notre terre la paix de Dieu en sa personne, et en même temps il nous invite à être des artisans de paix. La paix qu'apporte l'enfant de Noël n'est pas la trêve des guerriers, ni la victoire des vainqueurs sur les vaincus, mais elle est l'aboutissement d'un chemin de réconciliation où le pardon a la première place. Il y a quelques jours, avec raison, tous les regards étaient tournés vers Nelson Mandela, qui, fort de sa foi en Dieu, a mis en acte le pardon pour une vraie réconciliation. Il a combattu le bon combat pour bâtir une société où chacun, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, ses idées politiques, aurait une place de choix dans l'arc-en-ciel de l'humanité. Que les pays en guerre, donc, laissent place aux artisans de réconciliation pour qu'advienne cette paix. Que les pays en paix laisse place aux artisans de réconciliation pour que ces pays ne connaissent jamais la guerre. Tels sont les souhaits et la prière que nous inspire le Prince de la paix qui s'incarne aujourd'hui dans nos réalités. Nous ne pouvons pas nous réjouir sans rejoindre par nos gestes de solidarité ceux et celles qui sont dans l'obscurité de la maladie, de la prison, de l'exil, de la captivité ou de la barbarie. Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. Mission gouvernementale d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, le ministre de l'Agriculture Abdoulabo a mis à profit chaque étape de son déplacement pour échanger avec les chefs traditionnels sur certaines questions de l'heure. Ali Abou Garbamouman Kabiru. Près d'une semaine durant, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a sillonné la région de Zender où il s'est enquis largement sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Occasion pour le ministre Abdoulabo, à chaque entité visitée, de rencontrer les chefs traditionnels dépositaires et garants des richesses et patrimoines légués depuis les temps immémoriaux pour aborder et échanger avec eux sur des questions hautement importantes concourant au développement du pays. Il s'agit notamment des questions politiques de l'heure, touchant surtout l'aspect sécuritaire, sécurité sans laquelle il ne peut y avoir de développement. Ainsi, le président de la République Issoufou Mamadou et du Premier ministre Brigitte Raffini, le ministre d'État devait tout d'abord réitérer à chacun de ses chefs de canton toute la gratitude du gouvernement pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie dans l'accompagnement du programme de renaissance dont le volet sécurité occupe une place de choix. La paix, la quiétude sociale, la stabilité, devait préciser Abdoulabo, sont des vertus cardinales à renforcer et à dynamiser. Aussi a-t-il renchéri, en tant que leader et représentant de la population, les chefs doivent avoir l'œil sur tout ce qui tourne autour d'eux. Ils doivent être informés quotidiennement et en permanence sur toutes les questions touchant leur terroir. Occasion pour Abdoulabo de revenir sur les patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, sillonnent toutes les contrées du pays pour assurer la paix, la tranquillité des paisibles citoyens et qui doivent, autant que faire se peut, être soutenus et appuyés par la population, par notamment des informations. D'autres sujets non
non moins importants ont été discutés à travers cette série d'échanges avec les chefs traditionnels, notamment le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité, la situation sociale qui d'ailleurs est calme dans tout le pays. Occasion pour les chefs traditionnels de demander au ministre Abdoulabo de transmettre leurs vifs remerciements au président Issoufou Mamadou pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le bonheur des Nigériens avant de lui réitérer leur indéfectible soutien. À Difa, la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim, a présidé une rencontre d'information avant d'effectuer des visites de terrain samedi dernier dans le département de Méni-sur-Oie, qui a constitué la dernière étape de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. La synthèse avec Mohamed Ali et Abdraman Maazou. Une rencontre d'information autour de la délégation ministérielle pour éclairer les représentants des couches socio-professionnelles du département de Méni-sur-Oie sur la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger et son environnement politique et sécuritaire. La ministre Mariama El Hadji Ibrahim a énuméré secteur après secteur les réalisations entreprises à travers les deux principales déclinaisons de ce programme, à savoir l'initiative 3N et le plan de développement économique et social, qui a reçu l'approbation à la fois de la communauté des bailleurs de fonds et de la majorité écrasante de l'Assemblée nationale. Ces réalisations qui portent tout aussi bien sur la construction des infrastructures et ouvrages d'intérêt public que sur les divers appuis apportés aux agriculteurs et aux pasteurs se poursuivent, a indiqué la ministre de l'Enseignement primaire. En réaction à cette intervention, plusieurs participants ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction, poser des questions ou faire des observations. Au terme des réponses et éclairages subséquemment apportés par le gouverneur de la région et les cadres techniques de DIFA, la ministre Mariama El Hadji Ibrahim a conclu cette rencontre en demandant aux populations de Méni-sur-Oie de s'impliquer dans le renforcement du climat de paix et de cohésion sociale par la vigilance au plan de la sécurité et en minimisant et transcendant les clivages politiciens. C'est la condition sine qua non pour la réussite des chantiers en cours, dont ce qui était au programme de la délégation ministérielle. Un puits pastoral de 30 mètres de profondeur, il fait partie d'un programme de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, de 4 puits dans le département de Méni-sur-Oie. Dans ce même programme, il est prévu la réalisation d'un couloir de transhumance de 100 km. Autre chantier, un bloc de 6 classes dans la commune urbaine de Méni-sur-Oie, le chantier au stade de finition. Par contre, dans ce même département, les niveaux d'exécution de nombreuses autres classes accusent un retard considérable. La ministre de l'Enseignement primaire a réuni à Difa l'ensemble des entrepreneurs bénéficiaires de ces chantiers pour échanger avec eux sur les difficultés rencontrées et les moyens de donner un coup d'accélérateur aux travaux. Le ministre Abdoumani a bouclé hier par les départements d'Agué et Gazawa sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2013 dans la région de Maradi. Dans ce département, le ministre et sa délégation ont effectué plusieurs visites. Les détails avec Rahila Touchegou et Sanoussi Garba. Les sorties massives des populations rurales des différents départements de la région de Maradi pour écouter le message de la mission conduite par le ministre Abdoumani témoignent si besoin est de leur adhésion sans faille à la politique de renaissance prônée par les autorités de la 7e République. Ces populations des différents départements de la région de Maradi ont affirmé et confirmé aux membres de la délégation qu'elles reçoivent périodiquement depuis 3 ans des aides multiples et multiformes de la part de l'État pour une amélioration de leurs conditions de vie. Ces appuis ont pour nom distribution gratuite et ou vente à prix modéré de vivres, les compléments nutritifs pour bétail, la distribution gratuite de chèvres aux femmes, des semences et matériel aratoires pour les cultures irriguées, des mini-adductions d'eau potable, des puits pastoraux et agricoles et la construction de salles de classe. Fort de ces réalisations inestimables, les 20 populations de Maradi ont demandé au ministre de transmettre leur gratitude au président Issoufou Mamadou et au gouvernement. C'est en effet une marque d'attention à leur égard. La satisfaction est également lisible lors des entretiens avec les différents chefs coutumiers de la région de Maradi, qui ont tous reconnu que le monde rural du Niger bénéficie aujourd'hui d'une attention particulière pendant
les 3 années de gestion des autorités actuelles. Cependant, il faut noter que ces populations ont souhaité la poursuite de ces efforts pour faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Niger et permettre à l'État d'orienter ses actions vers d'autres secteurs non moins importants pour un développement harmonieux du Niger. La dernière étape du périple de la mission ministérielle, Gazawa et Agui. Ici, comme pour les précédentes étapes, Abdoumani a un motif de satisfaction. Nous avons conduit sur le site de récupération de terres où nous avons 750 personnes qui travaillent sur ce site-là, dont 270 femmes et 500 hommes. L'État a injecté à peu près 49 500 000 pour récupérer une superficie d'à peu près 400 hectares. Ce qu'il faut retenir de cette étape, c'est que la population en nombre peut seulement bénéficier de l'apport financier de l'État, mais aussi la population a beaucoup aimé ce projet parce que c'est un projet qui a permis de garder leur mari à la maison. C'est-à-dire c'est un projet qui a contribué à l'éradication complète de l'exode rural au niveau de ce village. La deuxième étape nous a conduit dans un centre de culture irriguée. Dans ce centre-là, nous avons procédé à la distribution de 9 tonnes de pommes de terre que l'État a mis à la disposition d'un certain nombre de groupements de villages, de coopératives. Et chaque coopérative a bénéficié de 100 kg de pommes de terre à titre de semences. Et je pense que d'ici les jours à venir, cette zone, les travaux vont très bientôt démarrer à la grande satisfaction de la population. Notez enfin que tout au long de cette mission, le ministre Abdoumani a demandé aux leaders religieux d'implorer Allah le Tout-Puissant dans leurs prières afin qu'il descende sa miséricorde, sa clémence et sa bénédiction sur notre pays et que la cohésion sociale soit davantage renforcée entre Nigériens. À Tillabéri, la mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalki Boukari, était samedi dernier dans les départements de Bankilare et Tera. Zakari Maman, Jibono. Le meeting organisé à Bankilare, comme dans les étapes précédentes, aura permis à la mission du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'entretenir la population des questions relatives à la vie de la nation. Ainsi, intervenant peu après, le maire de la commune, le gouverneur de la région, Djabri Hassimi, a axé son intervention sur la question sécuritaire, particulièrement dans le nord de la région. Passons pour le gouverneur de rappeler à la population que la sécurité des personnes et leurs biens constitue une priorité des priorités du président Issoufou. De ce fait, d'importants moyens sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour accomplir leur mission à travers notamment les patrouilles mixtes régulièrement organisées au niveau des départements. Évoquant lui aussi cette question de sécurité, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, après avoir fait tout le contour de cette question, a demandé à la population d'avoir le réflexe du compte rendu à chaque fois qu'il constaterait un sujet douteux ou un comportement de nature à saper à la paix et à la quiétude sociale. La réalisation du barrage de Kandaji, la campagne agro-silvopastorale 2013 qui n'a pas donné satisfaction aux producteurs ainsi que les questions politiques ont constitué l'essentiel de l'intervention du ministre Wassalki Boukari, de l'échange avec les acteurs locaux et de l'évaluation faite par les services de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'hydraulique. L'on relève que 51 villages du département de Bankilare sont déficitaires à plus de 50% et peuvent se retrouver dans les prochains mois dans l'état d'insécurité alimentaire et de vulnérabilité critique. Aussi, le département de Bankilare renferme d'importantes potentialités favorables aux cultures irriguées. Dans le domaine pastoral, la mauvaise répartition spatiale et temporelle de la pluviométrie a entraîné un retard dans le développement phénologique des herbacées et de nombreuses poches de sécheresse. En ce qui concerne l'environnement, la population de plusieurs villages du département ont engrangé d'importantes sommes d'argent dans les activités de l'initiative 3N, notamment la fixation des dunes, la plantation des plants forestiers, l'ouverture des bandes par feu. Outre les responsables des services concernés, les autres acteurs ont eux aussi pris la parole, soit pour compléter une d'éclaircissement. Dans le département de Tera également et au cours du meeting organisé, plusieurs thèmes ont été développés. Le maire de la commune, le gouverneur de la région, Djabri Hassimi, tout comme le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ont parlé de la campagne agro-silvopastorale qui a enregistré des mauvais résultats sur l'ensemble du département de Tera.
Wassalke Boukari est revenu sur le récurrent problème d'eau potable pour la population. Là, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est longuement attardé pour expliquer à la population les projets en cours dans le cadre de la résolution définitive du problème d'eau à Tera. Le barrage de Kandaji et autres questions du moment, telles que la sécurité, le gouvernement d'union nationale ou encore le programme de développement économique et social et l'initiative 3N ont également occupé beaucoup de temps dans l'intervention du ministre Wassalke. Regard de la situation de la mauvaise campagne présentée par les acteurs et par les directeurs départementaux des services concernés, le département de Tera s'active pour des actions d'atténuation, notamment les cultures irriguées et les activités génératrices de revenus, entre autres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Wassalke Boukari a rassuré que toutes les dispositions sont prises par l'État et ses partenaires pour soutenir les populations en situation de vulnérabilité. Le ministre de l'Élevage, lui, a achevé ce mardi sa mission de travail dans la région d'Agadez. Les départements d'Ader-Bisnat et Ingal ont constitué les dernières étapes de son périple. Mohamed Madou et Mariko Ibrahim. Le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Laj Ousmane, vient de boucler par les départements d'Ader-Bisnat et d'Ingal sa mission de travail dans la région d'Agadez. Il a parcouru les deux zones à vocation essentiellement pastorale, en compagnie du gouverneur Garba Mekido, des conseillers des institutions de la République et des cadres centraux et régionaux des secteurs en charge du développement rural. La tournée est ponctuée de visites de terrain et de rencontres de prise de contact et d'information. Au centre des entretiens en phase avec les préoccupations du moment, la situation socio-économique et politique qui prévaut dans notre pays, sortie d'une campagne agro-pastorale aux résultats peu reluisants. Heureusement, a expliqué le ministre de l'Élevage devant les populations rassemblées pour la circonstance aussi bien à Ader-Bisnat qu'à Ingal, le président de la République a instruit dès les premières heures le gouvernement de prendre des mesures d'atténuation de la gravité indéniable des déficits enregistrés qui risquent de s'aggraver dans les prochains mois, d'où l'élaboration d'un programme d'appui à la campagne pastorale 2013-2014 en cours, avec comme objectif global de sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs fragilisés et menacés du fait du déficit fourrager. En outre, d'importants stocks vivriers seront constitués et mis à la disposition des populations vulnérables afin de les mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les échanges ont aussi porté sur l'impact de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, la recomposition du paysage politique né de la formation du gouvernement d'union nationale, la stabilité des institutions de la République, la motion de confiance, le PDS 2013-2014, la paix et la sécurité. Les avancées significatives du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou et les attentes des services techniques de concentrés de l'État pour mener à bien leur mission ont alimenté les débats singulièrement au niveau de la commune rurale d'Ingal. Les populations de ces zones d'élevage par excellence, tout en saluant les actions du gouvernement, s'inquiètent du phénomène de ramassage abusif de la paille, du séjour prolongé des transhumants remontant vers le sud, ainsi que du problème de maillage et de gestion des points d'eau pastoraux. Le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, à l'instar des étapes précédentes, a donné des réponses précises pour éclairer les lanternes des intervenants sur des points relatifs à la sécurité, au fonçage anarchique des puits et à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les préfets, les maires, les chefs coutumiers et les cadres techniques ont apporté leur contribution à la conscientisation des populations locales. Le ministre de l'Élevage a consacré une partie de son temps à des visites sur le terrain. Dans le département d'Ader-Bisnat, par exemple, il a visité un puits pastoral en cours de fonçage, la case de santé et le puits villageois équipé de pompes à motricité humaine de Tchougas. Un forage pastoral fermé et réalisé en 2003, non loin de là, a suscité la curiosité de la délégation ministérielle. Le ministre Mohamed Laj Ousmane entend le rendre opérationnel en 2014, mais s'oppose à l'idée de son exploitation à des fins agricoles, comme le souhaiteraient les habitants du village implantés en pleine zone d'élevage. La mission s'est arrêtée ensuite au niveau de 2 sites de réalisation de bandes pare-feu. Les opérations de protection du couvert fourrager ont été lancées en novembre dernier et visent à réaliser 1000 km d'ouvrages contre les feux de brousse. Dans le département d'Ingal, le ministre de l'Élevage a constaté la fin des travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole du village d'Ingegran. Le périmètre couvre une superficie aménagée de 22,5 hectares, morcelée en 45 parcelles de 0,50 hectares.
Il comprend un forage à haut débit suffisamment équipé, un réseau d'irrigation souterraine et une clôture grillagée. Financé par le budget national dans le cadre du programme de vulgarisation des cultures irriguées, les travaux ont coûté plus de 487 600 000 francs CFA, toutes taxes comprises. Sorti en masse ovationner les membres de la délégation, la population d'Injagran a exprimé sa profonde gratitude au président de la République et au gouvernement pour avoir fait renaître l'espoir de toute une communauté à travers cette aide inestimable à moyens de production agricole. Le ministre Mohamed El Hadji Ousmane les a exhortés à une exploitation optimale de cet aménagement réalisé à grands frais pour fixer les jeunes désœuvrés et lutter contre la pauvreté. Quant au gouverneur qui a joué un rôle déterminant dans l'aboutissement du projet, il prend l'engagement de mettre à la disposition des exploitants des semences de pommes de terre de qualité. Dernière visite, celle effectuée à la station de pompage pastoral de Agaregarei, une propriété d'un promoteur privé de la région d'Agadez, possédant des dizaines de milliers de têtes de bovins. C'est par le 5e arrondissement que la ministre en charge de la population a bouclé sa mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvo-pastorale. Dr Mekibi Kadijatou Dandoubi a effectué plusieurs visites et animé un meeting populaire à Lougoudjan. Compte rendu à Moussa Atouman et Issoufou Samaïla. La dernière étape de cette tournée dans la région de Niamey a été marquée par plusieurs visites, notamment dans un centre de vaccination à Sagia, où les populations souhaitent la construction d'un parc couloir de passage à matériaux définitifs, la dotation des banques céréalières en aliments bétail. Autre visite, le périmètre irrigué de Sadia Aval, qui abrite la ferme semencière de production de riz. Le périmètre dispose d'une station de pompage réhabilitée en 2011, par la coopération espagnole avec l'installation de la nouvelle génération de stations flottantes sur le fleuve. Actuellement, ce périmètre est confronté à un problème d'ensablement du fleuve, l'affaissement des digues et surtout un manque d'écoulement de la production. 70 tonnes sont entreposées et attendent d'être écoulées. C'est pourquoi les responsables de la ferme ont demandé à la ministre en charge de la population d'intercéder à leur faveur en vue de trouver un début de solution à cette situation qui dure 2 ans aujourd'hui. Le clou de cette tournée a été le hameau de Lougjam, rattaché au village de Diamiowe, où la ministre en charge de la population a animé un meeting populaire. Un meeting au cours duquel le maire du 5e arrondissement, le gouverneur, les cadres et la population ont évoqué la situation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique et les besoins immédiats pour sécuriser la population et le bétail. Il faut dire que la commune 5 reste déficitaire cette année de plus de 40 000 tonnes. À cela s'ajoutent plus de 600 hectares de terres inondées. Pour résorber ces déficits, plusieurs actions ont été entreprises, notamment sur 23 sites totalisant 2152 hectares de superficie, où plusieurs cultures sont pratiquées grâce à un appui en semences, en engrais et produits sanitaires, ainsi que du matériel arrotoir. Un échantillon de produits récoltés a été montré à la délégation ministérielle. Les différents acteurs qui se sont succédés ont tous émis des doléances qui ont pour nom moulins à grains, engrais, motopompes, grillage et formation. À toutes ces préoccupations, la ministre en charge de la population a indiqué qu'ils trouveront sous peu un début de solution. Madame Mekibi Kadijatou Dandoubi a également transmis à ces populations les salutations fraternelles du chef de l'État et du Premier ministre avant de situer l'objet de cette mission. Elle a aussi évoqué des thèmes se rapportant à la sécurité, à la motion de confiance, à la stabilité politique. La fin de ce meeting a été sanctionnée par la remise d'un lot de couverture et du lait aux enfants de Lougjam. Retour à Agadez où le ministre de l'élevage, Mohamed El Hadji Ousmane, a procédé hier dans le département d'Ingal au lancement officiel de la campagne de vaccination gratuite du cheptel 2013 à 2014. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Makido, des conseillers du président de la République et du Premier ministre. L'allocution qu'il a prononcée à cette occasion. Dans leur mot de bienvenue, le préfet du département d'Ingal, M. Abdou Dari, et le gouverneur Agadez se sont félicités du choix de la région pour le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination gratuite du cheptel contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste de petits ruminants et la pasteurose caméline, édition 2013-2014. Pour le colonel-major Garba Mekido, malgré l'amélioration du taux de couverture vaccinale enregistré au cours de ces dernières années,
les résultats restent en deçà des normes scientifiquement admises. C'est pourquoi, a-t-il précisé, pendant 4 mois, les services de l'élevage vont sillonner les campements et hameaux de la région pour atteindre l'objectif fixé au plan national, c'est-à-dire accroître de 20% les effectifs d'animaux vaccinés par rapport à la campagne précédente. Le gouverneur a ensuite égrené la longue liste des réalisations à mettre à l'actif des autorités de la 7e République dans le cadre de l'initiative 3N, volet appui à la campagne pastorale. Il a cité entre autres exemples la réalisation d'une station de pompage à Mazababou qui constitue, comme l'a du reste indiqué le ministre de l'élevage, un cadeau de nouvel an du président Issoufou Mahamadou aux pasteurs de la région. Le coût total de l'ouvrage dont les travaux sont exécutés à 100% s'élève à environ 150 millions de francs CFA, entièrement financés par le budget d'investissement de l'État. La délégation ministérielle a visité les principales infrastructures de ce joyau construit dans les règles de l'art par l'entreprise BTP avant de procéder au lancement de la campagne de vaccination en administrant les doses immunisantes prescrites. Les troupeaux de bovins à portée de main des équipes vétérinaires sont groupés autour des abreuvoirs flambant neufs de la nouvelle station de pompage pastoral de Mazababou. Oui, à l'occasion du lancement de cette manifestation, le ministre de l'Élevage a prononcé un important discours, un extrait de son allocution. Cette cérémonie, qui coïncide avec la fin des travaux de réalisation d'une station de pompage pastoral de Mazababou, et au moment où 417 agents du ministère de l'Élevage viennent renforcer l'encadrement des pasteurs agro-pasteurs, cette cérémonie, dis-je, plus qu'un symbole, doit être perçu à juste titre comme un engagement fort du gouvernement de la 7e République à insuffler une nouvelle dynamique à l'élevage identifié comme moteur de la croissance économique de notre pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, les maladies animales sont à l'origine de 15 à 20% des pertes de production. Elles constituent également un obstacle majeur au commerce et un risque permanent pour la santé publique, car 60% des maladies humaines ont une origine animale. C'est vous dire que promouvoir la santé animale en prévenant ou en réduisant l'incidence des maladies animales est une préoccupation permanente du gouvernement de la 7e République, en raison d'une part des liens entre la santé animale et la santé publique et la sécurité alimentaire, et d'autre part avec le coût économique des maladies animales et le souci de garantir le bien-être des animaux. Si la portée socio-économique de ce patrimoine que l'élevage a été magnifié par les différentes autorités politiques qui se sont succédées à la tête de notre pays depuis l'indépendance, il n'en demeure pas moins vrai que le secteur de l'élevage n'a connu véritablement son essor qu'avec l'événement de la 7e République. Cette volonté politique de très haut niveau nous a conduit à l'élaboration de la stratégie de développement durable de l'élevage, dont un des axes traite de l'amélioration durable de la santé animale et de l'hygiène des produits d'origine animale. Grâce aux moyens conséquents mis à la disposition de nos services publics et privés, le taux de couverture vaccinale contre la PPCB, la PPR, a connu une progression fortement appréciable. Notre objectif pour la présente campagne est d'accroître de 20% les effectifs d'animaux vaccinés par rapport à la campagne précédente. Clôture hier après-midi à Niamey du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation, co-organisé par le ministère des Mines, le ministère du Développement industriel et celui des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation. Plusieurs prix, dont le Grand Prix du Président de la République, celui du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, ont été décernés aux meilleures inventions. Mamoudou Idrissa, Akouti Oglassa. La créativité, l'invention et l'innovation au service de la nation et du développement du pays. C'est dire que ce salon national a atteint ses objectifs. En effet, plusieurs inventions ont été primées par le jury national mis en place, et cela en fonction de l'originalité de l'œuvre et de l'esprit inventif, mais surtout en fonction de l'intérêt pour la sécurité alimentaire, le thème central du salon. Ainsi, le Grand Prix de l'initiative 3N du Président de la République pour la meilleure invention est remporté par Mme Saleh Mariama pour son œuvre Garinwaki, une enveloppe de 3 millions de francs CFA.
Elle a remporté également le prix de la meilleure femme inventeur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et la médaille de la meilleure femme inventeur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour la même œuvre. Le grand prix du président de l'Assemblée nationale, 1 500 000 francs CFA, est remporté par Djibril Asseni pour son œuvre Foyer Tech. Quant au grand prix du Premier ministre, à la somme d'1 million de francs CFA, il est remporté par Madame Seydou Ramatou. Un autre grand prix, celui du professeur Abdou Moumouni Diofo, de la somme d'1 million remporté par Bonkano Yakouba Alfari pour son œuvre Séchoir charbon du bois ou charbon minéral. Il a remporté également le meilleur prix du jeune inventeur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et la médaille du meilleur jeune inventeur de la même organisation, mais cette fois-ci au niveau mondial. Des prix d'encouragement de 100 000 francs CFA ont été également décernés à 10 exposants dont les œuvres ont été jugées acceptables. Quant aux autres exposants, chacun a bénéficié d'un prix de 50 000 francs CFA pour la participation au salon. Le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, président de la cérémonie de la clôture du salon, a appelé les Nigériens à utiliser les compétences nationales pour concrétiser cette révolution verte qu'est l'initiative 3N. Il a également appelé les partenaires au développement à soutenir les inventeurs nigériens et à vulgariser les œuvres primées. Il a enfin invité les inventeurs à prendre attache avec les services compétents pour déposer les brevets de leur invention. Niamey abrite depuis ce matin les travaux d'un séminaire atelier sur la politique nationale de l'emploi, un atelier qui vise à permettre aux femmes de mieux profiter des opportunités qu'offre le plan de développement économique et social. Hadiza Hamidine, Moudachiro Ouma Jamila. Au Niger, il n'est un secret pour personne que les chances de recherche d'emploi ne sont pas équitables entre hommes et femmes malgré les différents textes existants. C'est pourquoi le réseau des femmes cadres supérieures du Niger, REFCAN, organise avec l'appui du programme d'appui à la société civile PASOK ce séminaire pour une sensibilisation efficace des femmes. Sensibilisation à travers le renforcement de leurs capacités afin qu'elles puissent saisir les opportunités qui leur sont offertes. Il s'agit pour le REFCAN de vulgariser le PDS, la politique nationale de l'emploi, et de partager son expérience de gestion de carrière avec les organisations sœurs de la société civile et les jeunes diplômés sans emploi, afin de les doter des aptitudes leur permettant de comprendre les enjeux qui entourent la carrière d'une femme, les différents leviers pour une bonne gestion de sa carrière et les aptitudes pour mieux communiquer et faire valoir son point de vue. De l'état des lieux du marché du travail, il ressort que plus de la moitié des femmes nigériennes exercent une activité. De plus, 3 ans après les premières formations, certaines femmes ont pu réorienter leur carrière. Je souhaite qu'il en soit de même pour toutes les participantes à cet atelier. Cette initiative est saluée par la ministre en charge de la promotion de la femme. Plusieurs stratégies de promotion et de création d'emplois ont été définies dans certains domaines et une série de mesures a été envisagée par le gouvernement autour de certains axes prioritaires, à savoir l'incitation des jeunes et des femmes à la création d'entreprises dans divers secteurs de l'économie formelle, l'accroissement de leur capacité à investir dans des domaines porteurs, l'équité à offrir des opportunités aux jeunes filles et aux jeunes garçons, entre autres. Cependant, le chemin à parcourir pour tendre vers l'égalité des opportunités en matière d'emploi au Niger est long et la création du réseau des femmes cadres supérieures du Niger, REFCAN, est une initiative à saluer, puisque ces actions complètent les efforts du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est pour renforcer les capacités des femmes de la société. Durant 4 jours, les bénéficiaires auront l'occasion de faire un bilan de carrière et à élaborer les stratégies d'un plan de développement professionnel.
À Zender, où il se trouve, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Chebou Daïna, a effectué plusieurs visites dans les établissements et services relevant de son département ministériel. Sandanatahi Fajeboukar. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Chebou Daïna, qu'accompagne le secrétaire général de la région de Zender et plusieurs cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel, a visité toutes les structures chargées de former et d'encadrer les jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle et économique. C'est dans le cadre de cette mission que la direction régionale a acquis un lot de machines à coudre, des caisses à outils, des postes à souder et des motos destinés au centre de formation de la région. Le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et apprentissage à lui a appuyé 238 jeunes ici des groupements et fédérations des artisans de la région. À l'issue des visites et rencontres avec les responsables et personnels enseignants de l'Institut universitaire de technologie des Zender, le ministre Chebou Daïna a reconnu la nécessité de solutionner tous les problèmes relatifs à la réhabilitation de l'amphithéâtre et salles de cours, à la prise en charge des stagiaires, à l'augmentation de la capacité des restaurants qui n'est que de 300 places actuellement contre un effectif de 2063 étudiants. Après la plateforme chargée d'accompagnement des jeunes à travers le fonds de roulement, le ministre Chebou Daïna s'est rendu au lycée professionnel où les problèmes ont pour nom le manque de local qui est en face d'être résolu par la construction du siège propre de cet établissement dont les travaux viennent juste de démarrer. Ils comprennent un bloc administratif et un bloc de 6 classes pour un coût global de près de 100 millions de francs CFA. Notons que l'épineuse question de renforcement des effectifs du personnel enseignant a constitué l'essentiel des entretiens entre le ministre et les responsables de l'ensemble des établissements visités. Point pour lequel le ministre a promis des solutions dans un bref délai pour ainsi permettre aux jeunes de contribuer dans l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N du président de la République. C'est d'ailleurs dans cette même lancée qu'il a demandé aux responsables du CFPA de Zender d'introduire des modules sur la fabrication des matériels aratoires et autres machines de production agricole. Lancement officiel ce lundi à Dosso du processus d'élaboration du plan de développement régional. C'était sous le haut patronage de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire, Mme Ibrahim Bintafoudi, en présence du gouverneur de la région, Seydou Zatou Ali. D'autres précisions avec Hanatou Ali Soumaïla Habibou Garba. Rappelons que le Niger s'est engagé dans un processus de décentralisation depuis 1961 qui, après quelques hésitations, s'est accéléré à partir de la décennie 2000 avec l'adoption en 2002 des textes consacrant la communalisation intégrale ayant abouti à la tenue en 2004 à des élections communales et l'installation effective en 2005 des conseils municipaux. La loi confère à la région collectivité territoriale une vocation essentiellement économique, sociale et culturelle. Elle lui confère également des compétences pour promouvoir le développement de la région. En procédant au lancement officiel du processus d'élaboration du plan de développement régional, la ministre déléguée, Mme Ibrahim Bintafoudi, dira que le Code général des collectivités territoriales prévoit en son article 105 la possibilité pour les conseils régionaux d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de développement régional. Le plan de développement régional repose sur le principe de la participation et du partenariat entre acteurs qui nécessitera la mobilisation des différents groupes à son élaboration, sa mise en œuvre et son suivi et évaluation. S'il est utopique d'imaginer qu'une unanimité se dégagera sur le PDR, il est par contre souhaitable de faire en sorte que chaque groupe trouve un intérêt dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du plan de développement régional. Votre participation quantitative et qualitative constituera, à n'en point douter, une des valeurs ajoutées que nous espérions tous de l'avènement d'une décentralisation effective, active et dynamique. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil régional de Dosso, M. Hima Monkaila, lui dira que le développement économique et social durable ne peut se faire au moyen d'actions isolées ou d'improvisation. Donc, il est nécessaire d'identifier
de manière participative les différentes préoccupations des administrés et aussi de planifier la mise en œuvre des réponses identifiées. Signalons enfin qu'une rencontre a eu lieu entre la ministre Mme Ibrahim Binta Foudi et les chefs traditionnels auxquels elle a transmis les salutations fraternelles de son Excellence El Hadj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, avant de les exhorter une fois de plus pour leur persévérance dans la gestion des conflits pour que règne la paix et la quiétude sociale de notre pays. En marge toujours de cette activité, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi, a effectué des visites dans la ville de Dosso. Nous retrouvons Hannatou Ali Soumaïla et Habib Garba. Cette série de visites qu'a effectuée la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi, l'a conduit successivement au niveau des directions départementales et régionales du développement communautaire, à l'ONG Doubani, l'ONG Plan Niger, l'ONG AID Kokari, l'ONG Veden, afin de s'enquérir de leur fonctionnement et en même temps relever les difficultés auxquelles ces établissements font face. Partout où elle est allée, les agents lui ont soumis de vive voix leurs préoccupations qui se résument entre autres aux vétustés des bâtiments et matériels roulants, manque de matériel informatique, insuffisance du personnel, manque de financement concernant les ONG, paiement des arriérés des frais de transport aux auxiliaires du plan, appui institutionnel, reclassement des agents en fin de formation et tant d'autres. Sur place, certains de ces problèmes ont trouvé des solutions et d'autres feront l'objet d'un examen, a conclu la ministre, qui, à toutes les étapes, a félicité et encouragé les agents des différentes structures visitées avant de nous livrer ses impressions. Je suis là dans le cadre du lancement du PDR de Dosso, qui est une déclinaison du PDS 2012-2015, où tous les acteurs ont été conviés, du niveau régional jusqu'au niveau communal. Tous les acteurs étaient présents. Et vraiment, je suis très contente que tous ces acteurs aient compris l'enjeu du PDR et qu'ils vont s'impliquer davantage pour la réussite de ce plan de développement régional qui vient d'être lancé. Et donc, j'ai profité de cette occasion aussi pour visiter quelques ONG et associations, pour les encourager, les appeler aussi à s'impliquer davantage dans l'élaboration de ce PDR. J'ai profité aussi pour visiter les services déconcentrés qui sont rattachés à mon ministère, donc pour voir un peu les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les encourager aussi à apporter leur technicité au niveau de l'élaboration de ce plan de développement économique et social. Clôture samedi après-midi de l'atelier de formation des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture, des Arts et Loisirs aux techniques de collecte de données qualitatives, tenu du 16 au 21 décembre 2013 au laboratoire des études en développement local, l'ASDEL de Niamey. Djouari Siaka Akouti au place. Les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture, des Arts et Loisirs ont été formés pendant 5 jours aux techniques de collecte des données historiques et socio-culturelles. Ils sont à présent mieux outillés pour organiser et exploiter ces données. C'était une nécessité parce que lorsqu'on fait l'état des lieux, on constate que nos maisons de la culture sont désespérément vides de données et vides d'initiatives. On remarque également que nos centres de jeunes sont très peu fonctionnels et que les actions des agents du ministère sont pratiquement des actions perdues dont on ne peut faire la traçabilité. Ce qui nous a amené vraiment à dire qu'il fallait nous arrêter et puis essayer de regarder vers l'avenir. S'arrêter et essayer de regarder vers l'avenir, c'est faire le point de l'existant. Le point de l'existant, on vient de le dire, c'est qu'il faut qu'on se ressaisisse. Donc, vous ne pouvez aller dans aucune maison de la culture. Par exemple, je prends simplement le cas de Tillabéri.
Madame, excusez-moi de prendre le cas de Tlaveri, mais bon, c'est-à-dire c'est un cas illustratif de l'ensemble des maisons de la culture. Vous ne trouverez aucun témoignage sur les cultures locales. Aucun. Donc vraiment, ce ne sont pas des maisons de culture régionale, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il était nécessaire, pour protéger nos cultures, commencer quand même par les recenser. Et cela procède aussi de la gouvernance. Ça procède de la gouvernance parce que lorsque vous avez des autorités qui ignorent beaucoup de leurs administrés, ça veut dire leur culture, leur façon de penser, leur cosmogonie, leur réalité sociale, comment est-ce que ces gens-là réagissent lors des grands événements tels que les mariages, les funérailles, les baptêmes, les grands événements, en tout cas significatifs des régions. Lorsque les autorités ignorent ça, il est évident qu'on ne peut pas avoir une bonne gouvernance. Cette formation aux méthodes des sciences sociales pour appréhender ou comprendre les phénomènes socio-culturels va permettre aux participants de pouvoir faire des enquêtes, d'avoir des techniques d'approche, en somme, avoir la méthodologie qu'il faut pour mener à bien leurs missions respectives. À présent, parlons politique avec tout d'abord l'ouverture hier à Tillabéri des assises du Conseil fédéral du PNDS Taria au titre de la région. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du